Merci de rester fidèle à l'ORTM. Il est 13h à Gao, même heure à Manina, de recette de Tomia. Le journal Isaac Tielou. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à la deuxième édition de Malactualité. Voici les grandes lignes de cette édition. Forum national des jeunes de foi au Mali, les travaux ont commencé hier. Il s'agit de contribuer à construire la communauté religieuse inclusive pour une réfondation authentique du Mali. Une dizaine de morts, plusieurs tentes brûlées, animaux calcinés ainsi que des bêtes enlevées. C'est le triste bilan de l'attaque des sites de déplacés de Tessit. Le gouverneur de la 7e région, accompagné du commandant du théâtre de l'opération Maliko, se sont rendus sur les lieux du sinistre. Agali Agakissa nous fera le point. Dans ce journal, il sera question de sport. Une page sport qui sera dominée par la Coupe du Monde. En ce moment, l'Allemagne est face au Japon. Et sur le plan national, il sera question du championnat national de Ligue 1 et bien de handball. Il en sera question. En fin de journal, nous parlerons de l'environnement qui s'intéresse aujourd'hui à l'Agence nationale de développement de biocarburants, ANADEB. L'objectif de cette agence dans la chronique signée Agibou Koulibaly. Voilà pour les titres. Je le disais, Forum national des jeunes de foi au Mali. Les travaux ont commencé hier. Contribuer à construire des communautés religieuses inclusives pour une refondation authentique du Mali. Et c'est là, à travers sa jeunesse, c'est l'objectif principal de ce forum. 3 jours de travaux permettront donc d'aboutir à plusieurs communications au centre des échanges. Reportage Alpha Maïga. Quand quelques versets du Saint-Coran sont récités dans un centre catholique. Et du Saint-Esprit. Ici, nous sommes dans la région de Koulikoro où se tient le Forum national des jeunes de foi au Mali. Une nation à l'instar des autres pays du monde perturbée par des esprits mal intentionnés qui attribuent beaucoup de conflits aux religieux de tous bords. Emmanuel Sagara, président du comité de pilotage du projet GISRA. On attribue des images négatives aux religions et à leurs adeptes. On confond les comportements d'esprits égarés et lunatiques aux vraies valeurs religieuses. Le thème de ce forum, à savoir les jeunes de foi face aux enjeux des libertés religieuses, nous exige de nous comprendre, de nous tolérer et mieux, de nous accepter. L'objectif général du Forum national des jeunes de foi au Mali est de contribuer à construire des communautés religieuses inclusives, ouvertes et constructives. Comment corriger l'image de l'ignorance, la formation et l'éducation pour assurer un vivre ensemble meilleur? Il s'agit là de plusieurs communications qui seront au centre du forum qui va durer 3 jours. Toumani Diakité, secrétaire général du ministère des Affaires religieuses, du culte et des coutumes. La finalité de tout ça, le secrétaire permanent, le RIPOD, le GISRA, le MCRC, c'est uniquement pour la cohabitation pacifique, pour la cohésion sociale. Une lecture d'espoir. Je positive d'avance tout ce qui va se dire. Parce qu'il s'agit pour les uns et pour les autres de se connaître mutuellement pour pouvoir cheminer ensemble socialement. Évidemment, et de se connaître si possible religieusement pour mettre tout simplement la patrie, la nation au-dessus de tout. En attendant les recommandations, la paix passe par le chemin du dialogue. Radio Mali à Gao et environ 98.1 MHz en FM. Une dizaine de morts, plusieurs cases de tentes et animaux calcinés, ainsi que des bêtes enlevées. C'est le triste bilan de l'attaque d'un site de déplacés de Tessit dans le village de Kadjibila-le-Kouira, non loin du pont de Wabaria, à l'entrée de la ville de Gao. Le site a été attaqué par des hommes armés non identifiés dans la nuit du lundi au mardi. Le gouverneur de la 7e région, accompagné du commandant du théâtre des opérations Maliko à la tête d'une forte délégation, se sont rendus ce matin sur le lieu du sinistre. Il s'agit pour le chef de l'exécutif régional de présenter les condoléances des hautes autorités du pays et rassurer les rescapés de cette tuerie. Les reportages de Agali Agarissa. C'est la désolation dans le site des déplacés de Tessit, dans le village de Kadi Bilali Kouira, à moins d'une vingtaine de kilomètres de la ville de Gao. Dans la nuit du 21 au 22 novembre, plusieurs hommes lourdement armés sur une dizaine de motos, selon les villageois, ont attaqué les sites. Les assaillants ont tué 11 hommes âgés entre 30 et 35 ans, toujours selon les témoins, avant de brûler plus d'une trentaine d'abris avec vivres, voire animaux. Idrissa Aguilias, fils du maire de Tessit.
Il y a des motos qui sont venues sur notre complément qui a quitté Tessit. Ils ont brûlé beaucoup de maisons ici. Il y a des morts. Le gouverneur de la région de Gao, à la tête d'une délégation, est venu exprimer la compassion des plus hautes autorités du pays aux citoyens endeuillés. Général de brigade Moussa Traoré, gouverneur de la région de Gao. Toutes mes condoléances au nom des hautes autorités de notre pays, de l'ensemble du gouvernement. Il était un devoir de venir voir, de faire des constats pour, si possible, procéder à des enquêtes pour essayer d'arrêter ces fléaux au niveau de notre région. Le général Traoré n'a pas manqué de rassurer les habitants du site de l'accompagnement du gouvernement. Il a demandé aux déplacés de s'unir autour des forces de défense et de sécurité en leur fournissant l'information au bon moment. La promptitude du chef de l'exécutif régional sur le site est rendue possible grâce à l'escorte des FAMA, à leur tête le commandant du théâtre Est de l'opération Maliko, colonel Famouké Kamara. Il y a un règlement de compte qui semble avoir eu lieu ici. En l'occurrence, les victimes sont beaucoup plus des jeunes et il y a les terroristes qui ont eu à se battre il y a quelques mois de cela, courant février précisément, dans le secteur de Tessit, dans des villages, et c'est des ressortissants de ce village qui sont là. Les dispositions prises ont été d'envoyer l'aviation qui a sillonné tout le secteur hier soir et aller faire des frappes dans d'autres zones pour pouvoir quand même limiter les possibilités de l'ennemi de pouvoir infliger des pertes. La patrouille est venue très tôt le matin pour constater et les dispositions seront prises pour renforcer davantage. En attendant, les rescapés de l'attaque se lancent dans la recherche d'autres cieux plus sécurisés. Au moment de notre passage, ceux qui ont pu revenir le lendemain de l'attaque sont dans la dynamique de quitter le site, signe de mauvais souvenirs. Gao, Agali, Agissa, Alassane Ahmadou pour l'ORTM. Direction Mopti, où les nouvelles sont encore plus bonnes. Les forces vives de la région de Mopti s'approprient le contenu du cadre stratégique de la refondation de l'État 2022-2031. Elles ont échangé autour de la question avec une délégation du ministère en charge de la refondation à la faveur d'une rencontre tenue ce mardi à Mopti. Compte rendu, Boubacar Sankari. Échange direct et franc entre les forces vives de Mopti et le ministère de la refondation de l'État chargé des relations avec les institutions autour du cadre stratégique de la refondation de l'État 2022-2031. Souri Ibrahim Koïta, conseiller technique au ministère de la refondation de l'État, chargé des relations avec les institutions. Le cadre stratégique de la refondation est un instrument de travail gouvernemental qui a été institué le 10 août 2022 et qui est assorti des plans d'action. Ce cadre-là est ici également des assises nationales de la refondation pour prendre en compte les aspirations du peuple malien qui s'est exprimé. Et dans ces plans d'action-là, le gouvernement de la transition s'est octroyé certaines priorités et qui sont autour de 55 actions prioritaires qui doivent être mises en œuvre et sur lesquelles il peut être évalué. La finalité recherchée est un Mali nouveau, bien gouverné, sécurisé et stable, soucieux du développement durable, du vivre ensemble et respectueux des droits de l'homme et des valeurs socio-culturelles. Cheikh Nyang, secrétaire général du Conseil régional de la société civile de Mopti. Tout le problème du Malien, c'est l'état d'esprit. Si on arrive à aller à la refondation, on aura le Mali courant. Et nous sommes très heureux, nous, organisations de la société civile. D'autant plus que notre rôle même vient d'être consacré par l'avant-projet de la Constitution à travers son article 40. Les participants s'engagent à vulgariser le contenu de ce cadre stratégique de la refondation de l'État auprès de leurs structures et organisations respectives. Mopti Boubacar Sankari Suleiman Tepsougué pour l'ORTM. Dans la capitale des Balanzans, les travaux de l'atelier de validation de l'avant-projet du décret portant création d'un organe chargé de la détermination du statut de la patrie au Mali ont démarré ce mardi à Ségou. 2 jours durant, les trentaines de participants, au nombre desquels les structures en charge des questions de droit de la société civile échangent sur le sujet. Les détails avec Honoré Tienou et Bassi Traoré. Le statut de l'apatride au Mali, le projet de guide de détermination des statuts d'apatride sont les faits importants pour l'appartenance d'une personne quelconque à un État. Ces éléments sont débattus au cours d'un atelier de validation de l'avant-projet de création d'un organe chargé des statuts d'apatride. Traoré Djeneba Diakité, conseillère technique au ministère de la Justice et des Droits de l'Homme. Il est important de retenir que Ségou enregistre des réfugiés venant d'autres pays voisins. Et compte tenu du lien évident entre l'apatridie et les déplacements forcés, il nous paraît nécessaire d'inclure les autorités publiques
et la population de cette région dans la recherche des solutions. Cheikh Salah Sagaré, procureur général du tribunal des grandes instances de Ségou. Personne sans nationalité, en un mot, si ce n'était pas une telle initiative, et une personne considérée comme n'ayant pas de droit. Et voilà pourquoi ce projet de loi, afin de donner des droits à ces personnes sans identité, de leur fournir une patrie, une nation. Mohamed Abouakrine Ali Mohamed, conseiller aux affaires administratives et juridiques du gouverneur de Ségou. Le problème a de plus en plus tendance à prendre de l'ampleur compte tenu des conflits et des différentes situations de détresse qui sévissent dans le monde. Malheureusement, notre pays n'est pas épargné par cette situation, car de par même le passé et même récemment, il y a eu des phénomènes qui ont poussé, qui ont eu des conséquences pour les populations, qui fait que beaucoup de citoyens souvent perdent leurs papiers, donc se trouvent dans cette situation d'apatridie. La tenue de ces échanges constitue un maillon important dans la mise en œuvre des engagements auxquels notre pays a souscrit dans la lutte contre l'apatridie. Ségou, Honoré Tchénou et Bassi Traoré pour l'ORTM. Actualité hors de nos frontières. Au Ghana, les dirigeants des pays membres de l'initiative Dakar étaient réunis hier en sommet à Accra. C'est là pour renforcer la coopération dans la lutte antiterroriste. Étaient représentés à ces forums sécuritaires le Bénin, le Togo, le Ghana, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Niger et le Nigeria, discrètement lancé en 2017 par les pays du Golfe de Guinée pour tenter de comprendre la progression des groupes terroristes vers le sud. L'initiative Dakar s'est depuis ouverte au Mali et au Niger et vient d'accueillir le Nigeria comme observateur. Au Tchad, environ 40 soldats ont perdu la vie hier dans une attaque terroriste dans la province du lac Tchad, au sud-est du pays. Un communiqué de la présidence tchadienne évoque une attaque surprise. L'attaque a visé un poste avancé de l'armée installé sur l'île de Bouka-Tlourom, après de Mouboua. Donc un poste installé dans le cadre d'une réorganisation du dispositif militaire pour faire face à des terroristes. Cette attaque est la plus meurtrière depuis celle qui avait fait près d'une centaine de morts il y a 2 ans à Bouma. En Angola, un sommet est-africain sur la situation sécuritaire dans l'est de la RDC doit se tenir aujourd'hui à Luanda. Le président congolais Félix Tshisekedi sera présent avec une forte délégation. En principe, le président rwandais Paul Kagame, son homologue burundais Everest Ndayishimiye, ainsi que l'ancien président du Kenya Uhuru Kenyatta, facilitateur de la communauté est-africaine pour cette crise, seront également présents dans la capitale angolaise. L'objectif de ce sommet est de donner un second souffle au processus de médiation de Luanda, ralenti depuis la réélection de João Lourenço. Il s'agit de relancer les discussions entre Congolais et Rwandais, de parvenir à une désescalade entre les deux pays à travers le plan de paix pour l'Est de la RD Congo. En Afrique du Sud, le président Cyril Ramaphosa connaît son adversaire pour la tête de l'ANC. Le parti au pouvoir a réuni, du moins se réunira du 16 au 20 décembre prochain pour renouveler sa direction. Cyril Ramaphosa brigue un second mandat et devra affronter son ancien ministre de la Santé. Sport, on commence par le football sur le plan national pour dire que le Djoliba, après sa victoire 4-2 contre l'AS Black Stars de Badalabgou, tentera d'enchaîner une deuxième victoire consécutive face à Afrique Football Elite AFE. Aujourd'hui même, le match se jouera donc à partir de 16h au stade Modibo Keita. Le match compte pour la première journée en retard. Handball, la Fédération malienne de handball a ouvert ce matin au stade Madou Konaté une session de formation pour les entraîneurs nationaux. Une formation de 6 jours qui a pour finalité l'obtention de la licence D. Ils sont une trentaine d'entraîneurs à prendre part à cette formation. La cérémonie d'ouverture était présidée par le représentant de la Direction nationale des sports et de l'éducation physique, Mamadou Sidibé, en présence du président de la Fédération malienne de handball, le lieutenant-colonel Cheikh Mohamed Chérif Toungara, et l'expert IHF, le professeur Mohamed Khaled Hamounda donc de l'Égypte. Au sortir de cette formation, les participants seront qualifiés et dotés d'une licence D en handball. Parlons à présent de Coupe du Monde. Coupe du Monde Qatar 2022, la compétition se poursuit avec la première journée, les premières journées de groupe. Le Maroc, un des représentants africains, a fait match nul 0-0 donc aujourd'hui contre la Croatie. L'autre rencontre du groupe se jouera à 19h entre le Canada et la Belgique. Souleymane Bobo Toungara se prononce sur cette rencontre. Je propose qu'on l'écoute au micro de Famour Durté. A priori, c'est une rencontre déséquilibrée, en tout cas sur le papier.
parce que la Belgique est quand même l'une des meilleures sélections du monde maintenant. La preuve, la Belgique a été demi-finaliste de la dernière Coupe du Monde. La Belgique a un effectif qui regorge de talent, des joueurs d'expérience qui évoluent dans les meilleurs championnats du monde. Donc c'est une grosse cylindrée du football mondial. Contre le Canada, ça va être extrêmement compliqué. Ça risque d'être extrêmement compliqué parce que cette équipe a beaucoup de qualité, a beaucoup de joueurs de talent. Comme c'est le premier match également, la Belgique fera tout pour gagner ce match-là. Je pense que la Belgique n'aura pas droit à l'erreur demain contre le Canada. Alors, certes, c'est le premier match du groupe, mais est-ce que vous pensez que ce match est déjà décisif pour l'une ou l'autre sélection? Non, je ne le pense pas du tout parce que après il y aura 2 matchs, il y a 2 matchs derrière, donc 6 points à prendre. C'est vrai que quand on perd le premier match, ça met beaucoup plus de pression, mais je pense que perdre son premier match ne compromet pas forcément les chances de qualification d'une équipe. Voilà, en ce moment même, l'Allemagne est face au Japon. Et juste après, l'Espagne en découdra avec le Costa Rica. Donc, le match à 16h à 19h sur le terme. Cette rencontre Canada-Belgique. Les sifflets africains, donc largement représentés à la Coupe du Monde au Qatar 2022. Et pour la première fois, le continent est donc représenté par 6 arbitres, dont une femme. Malgré l'absence donc du sifflet malien de ce rendez-vous intercontinental, l'ancien arbitre international Draman Dante apprécie la progression des arbitres africains. Il a dit au micro de Ousmane Dao. L'arbitrage africain, parlons-en maintenant. C'est vrai que cette année, nous avons beaucoup d'arbitres, notamment une femme. Est-ce l'évolution de l'arbitrage africain ou est-ce une régression? Bon, je peux dire par là que ce n'est pas une régression, d'autant plus que parmi même les quotas, on a augmenté un peu. Mais je vous souligne que ces arbitres-là ne sont pas des arbitres novices dans cette compétition. Ils sont presque tous à leur seconde participation, par 1 ou 2. Et Gassama, lui, il va peut-être à sa troisième participation. Donc, ce qui signifie qu'ils sont vraiment outillés pour aborder ce tournoi. Moi, je pense que c'est pas une régression. Et pour la première fois, une dame aussi participe à la Coupe du Monde. Ça, c'est une innovation. C'est pas au niveau de l'Afrique aussi seulement, mais il y a une japonaise aussi. Parmi les arbitres africains sélectionnés pour cette Coupe du Monde, on est resté perplexe puisqu'il y a eu des arbitrages de certains parmi eux qui ont été des arbitrages polémiques, notamment dans les éliminatoires de la Coupe du Monde. Je pense à Papa Gassama, Cameroun-Algérie. On pense également à Maguette Ndiaye, Mali-Tunisie. Et sans oublier Gianni Sikazoué lors de ce fameux match Tunisie-Mali. Pendant que le commun mortel s'attendait à des sanctions, à des suspensions, on les retrouve parmi les meilleurs du continent. Si vous regardez par exemple le parcours de ces arbitres-là, pendant 5 ans, ils sont suivis, entretenus par la commission. Si c'était très grave comme on le pensait, parce que jusqu'à preuve de contraire, c'est vrai que c'est les équipes qui se plaignent, les pays se plaignent, mais dans la commission de l'arbitrage, on ne les reprochait rien. En tout cas, je n'ai pas vu quand même une note de service ou quelque chose qui dit que bon, ils ont fauté, ils ont commis des erreurs. Non, ça n'a pas été le cas. Maintenant, si la commission décide comme ça, moi je pense que nous, on ne peut que voir et puis affirmer. Et puis la FIFA ne peut rien, parce que la commission a la clé des sanctions. Chronique de l'environnement. La chronique de l'environnement s'intéresse aujourd'hui à l'Agence nationale de développement des biocarburants, ANADEB. Créée en 2009, l'ANADEB a pour mission de promouvoir les biocarburants bioénergiques sur toute l'étendue du territoire national, contribuer au bien-être social des populations maliennes et développer une économie circulaire à travers la bioénergie dans la perspective du développement durable au Mali. Tels sont les objectifs de cette agence. Agibou Koulibaly pour les détails. La stratégie nationale pour le développement des biocarburants apparaît clairement comme un des objectifs spécifiques de la politique énergétique nationale du Mali. Il consiste à l'accroissement de la production locale d'énergie par le développement des biocarburants en vue de fournir à moins de coûts
de l'énergie pour satisfaire les besoins socio-économiques du pays. C'est ainsi que l'ANADEB et l'Alliance malienne pour la cuisson propre conjuguent leurs efforts pour le développement de la technologie de la cuisson propre. C'est à la COP27 que l'ONUDI a lancé le conseil sur la cuisson propre à base du bioéthanol, avec comme ambition d'être une agence de référence en matière de bioénergie. Abdoulaye Kaya, directeur général de l'ANADEB. Avec l'Alliance mondiale, l'Alliance internationale des bioénergies. Et il a été surtout question de l'adhésion du Mali en tant que membre et aussi en tant que point focal en Afrique de l'Ouest. Déjà, après nos échanges, on a pu rejoindre le groupe de travail qui a été mis en place pour la cuisson basée sur la biomasse. Et je crois que ça, c'est un acquis très important. Et c'est aussi le résultat de la bonne collaboration entre l'Agence malienne de développement des biocarburants, l'Alliance malienne pour la cuisson propre et le bureau ONUDI du Mali. L'ANADEB a rencontré et présenté des projets à des partenaires techniques et financiers. Il s'agit notamment de la Banque islamique de développement et le Centre régional des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique des pays arabes. Abdoulaye Kaya, directeur général de l'ANADEB. Nous avons eu également la chance de faire partie des passagers sur le vol inaugural de Égyptair qui utilisent le biofuel, c'est-à-dire le biokérosène. Et je crois que ça, c'est des acquis qu'il faut souvent noter et ce qui est très important aussi pour l'Agence nationale de développement des biocarburants. D'après l'Agence internationale de l'énergie, d'ici à 2050, les biocarburants pourraient fournir jusqu'à 27% du carburant total destiné au transport dans le monde entier. Agibou Koulibaly, 13h passées de 21 minutes de jeunesse s'achève donc pendant qu'il est 7h précises à Nozombo d'insectes de Kourokani et à Badogo d'insectes de Yanfoulila, un journal que vous avez présenté par Isaac Tienou, avec la commission technique de Absi Traoré, j'allais dire Sidi Koulibaly également, mise en ligne Sekou Traoré, réalisation de ces Babadjara à la fin de cet accord-là. Merci à Brahma Traoré pour la suite de cette édition. Le prochain rendez-vous avec l'actualité sur nos antennes, c'est pour 19h30. D'ici là, le programme se poursuit et pour ma part, je souhaite de passer un excellent moment en compagnie de Radio Mali. Au revoir.